appliquée par la France. Pour faire bref, un certain nombre de personnalités russes ne peuvent plus obtenir de visa pour les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Un certain nombre d'exportations vers la Russie sont interdites, par exemple le matériel destiné au forage gazier ou pétrolier en eau profonde, et diverses mesures ont été prises pour gêner l'activité à l'étranger de plusieurs banques russes. Notons au passage que la mise en place de sanctions internationales qui paralysent les mouvements de capitaux et la libre circulation des personnes et des biens est contraire aux dispositions, mais aussi à l'esprit de l'Organisation mondiale du commerce. En réaction, et il fallait bien s'y attendre, la Russie a bloqué pour maintenant les importations de nombreux produits agricoles et agroalimentaires en provenance de pays de l'Union européenne. Elle a eu l'intelligence, ou plutôt l'humour, de ne pas inclure dans cette liste de produits les produits pour enfants, ni le vin rouge, ce qui, vous vous en doutez, a grandement soulagé la communauté française en Russie. Cette mesure de rétorsion prise par la Russie ne coûte pratiquement rien aux États-Unis. Par contre, elle pénalise très lourdement les agriculteurs européens et français, ainsi que tout le secteur agroalimentaire, réduisant au final à néant des coûts d'acquisition de parts de marché qui en Russie ne sont pas une mince affaire. Je vous rappelle la part des importations agroalimentaires russes en provenance de l'Union européenne qui est la suivante. Viande 36%, produits laitiers, miel, œufs 32%, légumes 30%, fruits 24%. Dans le cas où les sanctions russes seraient maintenues comme prévu pendant un an, les parts de marché perdues par les Européens seront extrêmement difficiles à reconquérir. En effet, ces parts de marché ont été prises entre-temps par des pays non européens qui ne se seront pas associés aux sanctions. Des pays qui seront très heureux de la politique suicidaire de Bruxelles leur ayant permis de devenir malgré eux des fournisseurs d'un marché de 146 millions d'habitants avec encore de la croissance. Ce genre d'opportunité ne se refuse pas. Parmi ces pays, on peut citer la Serbie, Israël, la Chine, l'Égypte pour les fruits et légumes et les pays d'Amérique du Sud pour les exportations de viande bovine vers la Russie. À ce jour, on estime que les mesures vont coûter 5 milliards d'euros par an à l'Union européenne et 1 milliard à la France. Alors, est-ce que ces sanctions sont efficaces ? En tant qu'entrepreneur français en Russie, je vous le dis très clairement et très sincèrement, non, elles ne le sont pas. Ces sanctions sont en apparence destinées à peser sur le dossier ukrainien, mais même si ces sanctions peuvent nuire à l'économie de la Russie et à certains intérêts privés russes, nos diplomates savent en réalité très bien qu'on ne peut rien obtenir de la Russie par des pressions et du chantage. Ils le savent d'autant mieux que la Russie n'est plus un pays fermé, mais un pays connecté à l'économie mondiale et mondialisée, un pays membre de l'OMC, membre des principales organisations internationales, et donc un pays qui, par sa verticalité politique et sa souveraineté, peut clairement aller chercher des financements et des fournisseurs ailleurs, accentuant ainsi une multipolarisation du monde que les élites russes ont pourtant, durant la dernière décennie, activement promue en tentant d'y associer l'Europe. Les élites politiques russes ont en effet à de nombreuses reprises également affirmé l'appartenance de la Russie à la civilisation européenne et la nécessité d'établir un ensemble économique et politique uni de Lisbonne à Vladivostok. Elles ont aussi proposé l'établissement d'une architecture européenne de sécurité et de défense qui, si elle avait été initiée, aurait sans doute empêché les tragiques événements actuels en Ukraine. Je dis que nos diplomates savent tout cela ou qu'ils devraient le savoir, mais en fait on dirait bien qu'ils ne le savent pas. Ils ont une excuse et de taille. Tous décident aujourd'hui à Washington. La diplomatie de l'Union européenne, à Bruxelles, n'a aucune marge de manœuvre. Elle est devenue une simple chambre d'enregistrement des décisions américaines. Pour la France, les sanctions peuvent avoir des conséquences très très lourdes. Notre pays est aujourd'hui le troisième investisseur étranger en Russie. 1200 entreprises françaises y sont implantées et elles sont plus de 7000 à commercer avec la Russie, selon le chiffre de la Chambre de commerce pour 2014. Les PME sont dans l'angoisse permanente de nouvelles difficultés financières, logistiques et administratives, rendant encore plus difficile un marché déjà très concurrentiel, et je le répète, très complexe à pénétrer et à développer. Pour ce qui est des sociétés de plus grande taille, la Russie représente le deuxième marché, par exemple, d'Yves Rocher ou d'Auchan. Danone y réalise 11% de son chiffre d'affaires. Alstom a racheté en 2010 25% du capital de Transmash Holding, leader russe de matériel ferroviaire. Et le Tandem vient d'inaugurer un projet de nouveau tramway pour la capitale. En fusionnant des grosses banques, la Société Générale a elle fait de la Russie son deuxième marché dans la banque de détail. Quant au duo Renault et Nissan, il a finalisé cet été sa prise de contrôle d'Artovaz, le fabricant de célèbre Lada, consolidant ainsi ses positions sur un marché clé pour l'Alliance. Les Français sont aussi très présents au cœur du projet Yamal, dont le budget est estimé à 21 milliards d'euros, et qui vise à l'extraction de vastes quantités de gaz de l'Arctique, qui vont être transformés en gaz naturel liquéfié, puis exportés vers l'Europe ou l'Asie. Total détient 20% des parts du marché et c'est Technip, une société française, qui est en charge de la construction de l'usine de liquéfaction de gaz. Total est aussi associé à un autre projet d'extraction en partenariat avec la firme russe Lukoil. Comment ne pas citer aussi le Roi Merlin, un gros succès français qui a ouvert à Moscou 2 grosses plateformes de logistique en moins d'1 an et possède plus d'une vingtaine d'établissements, soit 10% de ces établissements dans le monde. Toutes ces réussites françaises traduisent les efforts des groupes français pour prendre des parts de marché à l'exportation, en tant qu'entrepreneurs français. Il me semble que ce n'est vraiment pas le moment de leur tirer dans le dos et de détruire la relation de confiance entre la France et la Russie.
Je répète que la situation est très préoccupante, et particulièrement dans le contexte actuel européen. Alors, très rapidement pour terminer, j'ai abordé tout à l'heure le fait que la France était dans une position extrêmement sensible, car sa coopération avec la Russie concerne des domaines extrêmement sensibles, qui sont notamment les domaines militaires, l'aérospatial, et rend extrêmement dangereuse pour notre pays la politique des sanctions. Je rappelle que pendant que la France se voit contrainte et forcée de sanctionner la Russie, l'Amérique maintient ses contrats d'achat de titane russe jusqu'à 2017 afin de continuer à faire des Boeing. Je rappelle que l'autre acteur clé du monde anglo-saxon au sein de l'OTAN, l'Angleterre, continuait la vente d'armes à destination de la Russie, notamment des licences d'exportation de fusils de précision, de matériel de communication ou de matériel de vision nocturne. Un comble, alors que David Cameron fait la morale à Paris sur l'affaire des Mistral. On peut donc se demander, et ce sera ma conclusion, quelle est la cohérence de cette politique française, cette politique nationale, qui vise finalement à sanctionner ses propres exportations. Une telle politique ne peut qu'inciter la Russie à développer des productions locales afin d'éviter tout risque de subir de nouvelles sanctions dans un avenir proche. Les sanctions, si elles devaient s'éterniser, auront donc plusieurs conséquences néfastes, qui sont les suivantes. Retarder et ralentir l'activité des sociétés européennes et donc françaises en Russie, accélérer la déseuropéanisation de l'économie russe, dont le cours d'échange en appauvrissant au passage l'Europe et la France, accentuer la scission entre l'Europe et la Russie, poussant la première dans les bras de l'Amérique et la seconde vers la Chine, et accentuant donc la scission au sein de l'hémisphère nord entre deux blocs. Pour autant, les gens qui me connaissent, et il y en a dans la salle, savent que je suis d'un naturel extrêmement optimiste, et j'ai donc encore confiance dans le bon sens des Européens, des Français et dans celui des Russes. J'espère que nos élites politiques vont rapidement sortir de la léthargie qui est la leur actuellement et prendre conscience des intérêts réels de la France et des intérêts supérieurs de notre nation. Merci. Pour terminer, ces gens qui nous gouvernent pourraient par exemple penser un peu plus souvent au gaullisme fondamental et refaire notre patrie ce qu'elle a longtemps été dans l'histoire, et notamment dans l'histoire proche. Une nation authentiquement souveraine, capable de déployer la politique nécessaire à l'établissement d'un axe continental Paris-Moscou, un axe fondamental pour ramener la paix et la prospérité au sein de la grande Europe et du continent asiatique. Je vous remercie de votre attention.